L'idéologie woke est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination et des systèmes d'oppression qui ont pour but d'inférioriser la figure de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles. Et le woke, donc l'éveillé, c'est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste, conscientisé, et qui se donne pour mission dans la vie d'aller éveiller et d'aller conscientiser les autres. Le wokisme possède pour particularité d'être purement négateur, au sens purement déconstructeur. Ce qui ne veut pas forcément dire mauvais en soi, mais en tout cas purement critique, de se positionner en contre. Lorsque ces militants se définissent en un terme, ils vont dire anti, donc anti-raciste ou anti-sexiste. Lorsqu'ils dépeignent leur utopie, ce sera de façon négative, une photographie négative, un monde sans domination, sans racisme, etc. Le terme académique qui a été le plus utilisé ces dernières décennies dans les sciences sociales, c'est la déconstruction, ce qui est une façon chic de dire destruction. Donc de ce point de vue-là, ça se positionne en contre. Lorsqu'ils agissent, ils déboulonnent des statuts, ils annulent des individus, ils les font disparaître de l'espace public, et ils ont un mal fou à être capables de poser une brique, si vous voulez, de construire, de reconstruire. Et à mon sens, ils n'en ont pas particulièrement envie, ce qui démontre qu'au niveau psychologique, ils sont mus d'abord par le ressentiment, qui cherchent à en découdre et non pas à construire. Lorsqu'on fait l'éloge de la subversion, de la transgression, de la révolution, on a toutes les chances de terminer subverti, transgressé et renversé. On peut prendre une métaphore par exemple avec Star Wars. Lorsque l'empereur Palpatine choisit son N-1, si je puis dire, il se débrouille systématiquement pour qu'il soit trahi par un autre disciple qui viendra le remplacer. C'est ce qui arrive à chaque niveau dans différents Star Wars. Et in fine, qu'est-ce qu'il se passe Son fidèle lieutenant, si je puis dire, Darth Vader, finit par être fidèle à la trahison et par trahir Palpatine lui-même. Donc lorsqu'on institue la subversion et la transgression, on termine in fine par être transgressé et subverti. On peut prendre un exemple avec le drapeau LGBT. Donc lorsque je vous dis ça, vous devez avoir en tête très certainement un drapeau qui est à l'ancienne, qui sera menacé de devenir d'extrême droite sans doute très rapidement, avec les couleurs de l'arc-en-ciel à l'horizontale. Ensuite, pour être plus inclusif, parce que l'inclusion woke est une dynamique et pas un état de fait, c'est un mouvement comme on dit, on a rajouté de nouvelles couleurs. Donc un petit triangle qui est allé au bout du drapeau, avec les couleurs des trans, donc rose clair, blanc clair et blanc. Ensuite, les couleurs de Black Lives Matter, donc pour fusionner l'aspect racial et l'aspect genre sur un même drapeau. Donc, ceux qui vous disent que le wokisme n'existe pas, vous pourrez leur dire qu'il existe un drapeau. Et par-dessus ça, les couleurs intersexes, donc ça c'est la version 5 ou 6. Et in fine, Microsoft a poussé l'élan du drapeau initial jusqu'à son point logique, donc à la fois son accomplissement et sa négation, avec un drapeau proprement psychédélique, difficile à décrire, vous avez toutes les couleurs imaginables et plein de symboles. Et là-dessus, il me semble que c'est un exemple du wokisme lui-même qui pousse une logique à bout, qui finit par s'autodétruire, parce que le dernier drapeau ne ressemble à rien et ne rassemble pas plus. Alors le wokisme est un mouvement qui se veut égalitaire, ce qui fait que les militants ne peuvent pas assumer explicitement une forme de hiérarchisation. Or, la hiérarchisation est inéluctable, ne serait-ce que de percevoir, c'est déjà hiérarchisé. Je choisis de regarder ici plutôt que là-bas. Lorsqu'ils cherchent à organiser une manifestation, par exemple, on voit ces contradictions théoriques se concrétiser. Il y a eu les manifestations de la Pride radicale qui ont été organisées récemment, où, par exemple, la journaliste Nora Bussini s'est infiltrée au sein de ces mouvements et elle a montré que il y avait une grande difficulté à savoir dans quel ordre il fallait faire marcher les différentes identités victimaires. Et là, on ne savait pas vraiment s'il fallait mettre la lesbienne blanche mais valide devant la femme handicapée, etc., mais blanche. Et ça venait compliqué. Donc il n'y a pas de façon de hiérarchiser. Il y avait beaucoup de désaccords entre les militants, même pour organiser l'horaire de la réunion qui allait permettre d'organiser la manifestation elle-même. Bon, là, on voit une grande capacité, là aussi, à construire, à concrétiser et par ailleurs, évidemment, à hiérarchiser entre les différentes catégories identitaires. Alors, premièrement, je pense qu'il y a une différence historique, dans un contexte social très différent. Dans le gauchisme d'hier, par exemple, à l'époque de 68, il y avait un rapport à l'avenir qui était très différent. Je pense que dans les deux cas, c'est des idéologies qui sont futuro-centrées, comme dirait Pierre-André Taguieff, mais en 68, il y avait encore une utopie, il y avait un lendemain qui chantait, il y avait une lumière au bout du tunnel,
Tandis que là, on a, notamment via l'écologie, une sorte de collapsologie qui est venue de la droite et qui est désormais, en tout cas présente à droite et qui est désormais également présente à gauche, où la lumière au bout du tunnel s'est éteinte, où l'avenir s'est effondré, et on a perdu cet idéal, un avenir qui pourrait chanter, etc. Et je pense que, plus généralement, on a un mouvement en 68 qui est hédoniste, tandis que là, on a un mouvement qui est hédoniste et puritain à la fois. C'est-à-dire qu'on a toujours cette idée d'une jouissance débridée. Simplement, le lendemain, on accuse la personne de microagression, etc. Et donc, on a un rapport assez particulier, paradoxal à l'hédonisme et au puritanisme qu'on retrouve aujourd'hui, qui n'existait pas tout à fait en 68, où il y avait juste la dimension, disons, hédoniste. Alors, sur cette question, moi, je n'ai pas fait ma religion, comme on dit. Je pense qu'il y a des bons arguments de part et d'autre, sans vouloir jouer au centriste. Les arguments en faveur de la thèse totalitaire me semblent être que c'est une idéologie qui n'a pas l'humilité de s'arrêter devant certaines portes. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple au Royaume-Uni le marchand de glace Ben Jerry's donner des leçons de racisme systémique à la population. Donc là, on a une idéologie qui pénètre même le domaine des marchands de glace, où tout doit être régenté, tout doit être politisé, chaque recoin de la vie. On voit évidemment beaucoup de militants qui parlent de régenter l'intime d'une façon ou d'une autre. On a vu des sondages sortir sur le partage des tâches ménagères par minute accordée à un conjoint, etc. Donc là, il n'y a aucune volonté de s'arrêter en chemin. Ce qui, à mon sens, va à l'encontre de la thèse totalitaire, c'est que le totalitarisme est une pathologie de la modernité, au sens où il y a une grande fascination pour lui. On est dans une époque post-moderne où, au contraire, on a un éloge de la fragmentation, du flux, du séparatisme, de la dissolution, etc. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur d'unifier ça, de rigidifier ça en un. Et pour nuancer, tout de même, il me semble que le wokisme possède une forme d'unité, alors suffisante pour être totalitaire, je ne sais pas, mais une unité négative, qui est l'unité de l'ennemi, le bouc émissaire qui ressoude le groupe temporairement en vue d'une finalité destructrice ou déconstructrice. Et de ce point de vue-là, peut-être que le wokisme peut avoir un potentiel totalitaire. Je pense qu'il y a des tendances très lourdes en faveur du développement du wokisme. Je cite dans mes travaux, par exemple, les sociologues américains Jason Manning et Bradley Campbell, qui identifient 4 conditions sociologiques à l'apparition du wokisme. Ils donnent celle de l'atomisation sociale, celle d'une présence d'une diversité forte visible, parce qu'il faut bien pouvoir jouer aux dominants et aux dominés, un égalitarisme idéologique poussé et une bureaucratisation des rapports sociaux. Et il me semble que, notamment depuis la gestion du Covid par les divers gouvernements occidentaux, ces 4 conditions sociologiques sont en passe de s'accélérer, et donc de ce point de vue-là, le wokisme aussi. Autre élément qui va en faveur de cette tendance lourde, la psychologie de cette jeune génération. C'est une jeune génération dont je fais partie qui a eu, par rapport à celle d'avant, beaucoup moins de temps de jeu sans supervision parentale. Ce qui crée une sorte de dépendance à l'autorité, une incapacité à gérer ses différends soit seul, soit avec ses semblables de la même génération, et de devoir passer systématiquement par des N+1 pour se plaindre, pour gérer ses différends à sa place. Et là-dessus, on n'a pas commencé du jour au lendemain à élever la jeune génération de façon débrouillarde, et on a encore démographiquement cette génération qui va rentrer dans les think tanks, dans les ministères, dans les relais culturels, etc. Par contre, ce qui me semble être une tendance qui est en défaveur du prolongement du wokisme, c'est qu'il y a eu quand même une décrédibilisation idéologique assez forte, notamment depuis l'attaque du 7 octobre, où tout le monde a pu voir à Harvard, par exemple, la présidente Claudine Gay refuser de condamner clairement les appels au génocide des Juifs sur son campus, et la difficulté que les gens ont eue pour la déloger de son poste, ce qui fait que la concrétisation, la bureaucratisation du wokisme dans sa dimension la plus radicale a été visible à tous et donc a servi de moment de frayeur pour, disons, la gauche républicaine qui s'est rendu compte de l'ampleur, de l'emprise de cette idéologie.